Monsieur Michel Goldman va maintenant intervenir pour nous parler d'interdisciplinarité et innovation collaborative, deux sujets qui ont été un petit peu évoqués. Ce matin, on a parlé de l'interdisciplinarité et on a parlé aussi de cet aspect collaboratif tout à l'heure, notamment avec messieurs Moiti et avec le professeur Maraninki. Donc, vous êtes professeur à l'Université libre de Bruxelles et on vous écoute sur ce sujet, interdisciplinarité et innovation collaborative, clé de la santé de demain. Michel Goldman. Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de remercier Daniel Naon et le comité organisateur de ces tables rondes passionnantes. Je suis certain qu'à ce stade de la journée, les différentes interventions vous ont convaincu que le domaine de la santé fait face à des défis considérables. Et sans doute, nous sommes tous convaincus que pour affronter ces défis, eh bien, il faut que la recherche progresse encore plus vite, plus vigoureusement, qu'on la finance mieux. Mais de quelle recherche s'agit-il? Bien entendu de la recherche biomédicale classique, on a parlé de recherche fondamentale, on a parlé de recherche clinique. Mais ce que je voudrais faire au cours de cet exposé, c'est vous convaincre, vous expliquer que le champ de la recherche lui-même doit s'élargir. Il faut que les chercheurs dans le domaine de la santé, quelque part, sortent de leur zone de confort habituelle et surtout apprennent à mieux collaborer. Et pour introduire le sujet, je voudrais revenir sur ce concept de médecine de précision qui vous a déjà été bien expliqué par le professeur Maraninki. En effet, c'est un concept qui est né dans le domaine de la cancérologie et je le résumerai très simplement ici en vous disant que finalement, jusqu'il y a pas si longtemps, lorsqu'on diagnostiquait un cancer d'un organe, eh bien, le diagnostic était fait, le sujet souffre d'un cancer du poumon et il y avait un traitement que l'on tentait en sachant que ce traitement, qui était le même chez tous les sujets atteints, pourrait, c'est ce qu'on espérait, avoir un effet bénéfique. On savait aussi que chez d'autres patients, il n'aura pas d'effet. On savait même que malheureusement, chez certains patients, ce même traitement aura des effets secondaires désagréables. Le concept de la médecine de précision, c'est de se rendre compte que, effectivement, le diagnostic d'un cancer nécessite d'aller beaucoup plus loin dans l'identification de la nature de ce cancer. On vous a donné l'exemple du cancer du sein, on vous a dit qu'il existe sans doute plus de 15 formes de cancer du sein différentes qui vont nécessiter des traitements différents. Certains cancers vont être sensibles à l'hormonothérapie, d'autres à des thérapies ciblées comme l'herceptine que vous connaissez certainement. Et donc, aujourd'hui, la médecine de précision consiste, face à un diagnostic, on a pris l'exemple d'un cancer, à utiliser des biomarqueurs, c'est-à-dire des analyses du sang, des urines, parfois de la salive, et grâce à ce qu'on appelle ces biomarqueurs, grâce à ces analyses, de classer les patients dans différentes catégories, classement qui aboutira finalement à donner des traitements spécifiques de telle sorte qu'effectivement, chaque patient, c'est ce qu'on espère, recevra un traitement efficace dépourvu d'effets secondaires. Alors, cette médecine de précision, elle dépasse très largement le domaine des médicaments, le domaine des produits pharmaceutiques. Il trouve aujourd'hui des applications dans le domaine des dispositifs médicaux, dans le domaine, par exemple, de certaines prothèses qu'on utilise en chirurgie cardiaque. Récemment, le professeur Lehn a clairement expliqué comment les progrès de la chimie supramoléculaire ont permis de développer des prothèses qui permettent de corriger des défauts de valves cardiaques chez l'enfant. Et ces valves vont être colonisées par les tissus de l'enfant
de telle sorte que progressivement le matériel prothétique va se dissoudre. Ce seront les tissus de l'enfant qui vont reconstituer le tissu défaillant, ce qui va permettre évidemment à ce que ce tissu grandisse, et au lieu de devoir réopérer ces enfants, eh bien, il suffira de les opérer une seule fois, de leur insérer cette prothèse pour les guérir. La même chose, vous en entendrez parler certainement plus en détail demain, les progrès de la thérapie cellulaire et de la thérapie génique qui aujourd'hui se combinent. Encore une fois, on vous a parlé de ces fameux CAR T-cells pour le traitement de certaines leucémies de l'enfant et d'autres cancers. Eh bien, il s'agit en fait de produits cellulaires très sophistiqués où on prend certaines de vos propres cellules, on les transforme génétiquement pour en faire des armes qui vont spécifiquement attaquer vos cellules tumorales. Autre exemple de la médecine de précision, et il y a une question qui a fait allusion, on dispose aujourd'hui, on va disposer de plus en plus d'outils, de méthodes qui vont permettre de suivre un traitement, voire une lésion, tout au long de la vie de l'individu. Je prendrai un exemple. Vous savez que pour certains malades atteints de maladies mentales, en particulier de schizophrénie, il est fondamental pour le médecin de savoir si le patient prend son traitement. Et il y a aujourd'hui un médicament contre la schizophrénie qui vient d'être approuvé par les autorités réglementaires aux États-Unis, qui incorpore un marqueur qui va permettre, après transmission de signaux à un smartphone, de savoir si effectivement le médicament se trouve dans le tube digestif du patient. Donc voilà toute une série d'outils qui vont effectivement modifier la manière dont on va non seulement traiter, mais suivre les malades au fil du temps. Alors, la médecine de précision, encore une fois, c'est surtout le cancer, mais pas seulement. Aujourd'hui, les patients atteints d'asthme peuvent être différenciés en plusieurs catégories. Et par exemple, aujourd'hui, certaines formes d'asthme associées à des accumulations de globules blancs particuliers, les éosinophiles, vont bénéficier d'un traitement très ciblé sur ces cellules. Ce traitement est très efficace, il a permis de réduire de moitié le nombre des hospitalisations nécessitées par des asthmes sévères. Je prendrai un peu plus tard l'exemple du diabète. Vous savez que le diabète est une maladie qui progresse de façon inquiétante dans nos régions. On estime qu'il y a près de 5 millions de sujets diabétiques en France et le nombre ne fait qu'augmenter, comme je le disais. De même, dans les maladies inflammatoires, c'est que dans l'arthrite rhumatoïde, certaines maladies inflammatoires du tube digestif, on dispose là aussi de traitements ciblés, ces fameux anticorps anti-TNF. On sait que certains patients n'y répondent pas, qu'ils ont besoin d'autres types de traitements, et on commence à identifier les marqueurs qui permettront de prédire l'efficacité des traitements. Je ne parlerai pas d'un domaine qui est excessivement préoccupant aujourd'hui, qui est la résistance aux antibiotiques. C'est des centaines de millions de personnes qui meurent chaque année dans le monde d'infections pour lesquelles nous ne disposons plus d'antibiotiques efficaces. Et là aussi, la médecine de précision progresse, par exemple avec le développement de cette thérapeutique révolutionnaire basée sur les phages, qui sont encore à leur premier balbutiement, mais qui vont certainement se développer dans les années à venir. Alors, on a parlé de traitement, on a un peu parlé de diagnostic. Je pense qu'il est important de se rendre compte que, en matière de prévention, qui va devenir de plus en plus importante pour toute une série de raisons, nos traitements sont de plus en plus efficaces, pour autant qu'ils soient mis en œuvre rapidement. De plus, pour faire face à l'explosion du coût de la santé, il est essentiel qu'on fasse tout ce que l'on peut pour prévenir le développement de ces pathologies coûteuses. Et là aussi, on va pouvoir être de plus en plus précis en identifiant les sujets prédisposés à des maladies particulières. Et surtout, aussi grâce à la médecine de précision, on va pouvoir changer la situation actuelle qui est que pour beaucoup de
maladie. Le cancer est un exemple, le sida en est un autre. Ce que nous faisons par des traitements efficaces, c'est transformer une maladie certes grave, mais en une forme chronique de cette maladie. Et donc, les progrès à venir devraient être des progrès qui assurent de se débarrasser définitivement du processus pathologique. C'est notamment ce que va permettre certaines formes de thérapie génique dont Alain Fischer vous reparlera demain. Et ça, c'est vraiment l'exemple ultime de la médecine de précision. Alors, pour faire progresser cette nouvelle médecine, on doit avoir recours à des approches très particulières qui font effectivement appel à l'interdisciplinarité. Les bioinformaticiens ont un rôle de plus en plus important pour effectivement notamment arriver à classer les maladies, à identifier ou à prévoir quel est le meilleur traitement pour chaque patient. Et en fait, il s'agit de données qui ont des origines multiples. Il s'agit de données que l'on va récolter simplement dans les bibliothèques, dans les ordinateurs. Vous imaginez le nombre d'articles scientifiques qui sont publiés tous les jours, le nombre d'essais cliniques dont il faut connaître les résultats. Et puis les patients eux-mêmes fournissent des données excessivement précieuses. On a vu les dérives, on a parlé de Facebook ce matin, mais dans le domaine de la santé, c'est la même chose qui est en train de se passer en connaissant les caractéristiques génétiques des patients, mais aussi un certain nombre de caractéristiques cliniques et autres, des données issues de ces fameux biomarqueurs. Eh bien, lorsque l'on intègre toutes ces données provenant parfois de milliers de patients, eh bien, on peut arriver à créer de nouveaux réseaux de connaissances qui vont permettre effectivement, en tout cas c'est l'espoir, pour chaque patient d'identifier les stratégies thérapeutiques qui ont le plus de chances d'être efficaces. Alors, ces approches vont changer plusieurs manières de voir la médecine, en commençant par la dénomination des maladies elles-mêmes. Si vous réfléchissez aujourd'hui, comment qualifie-t-on une maladie? On va dire c'est un cancer de tel organe, ou bien on va utiliser le nom propre du médecin qui a découvert la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson. Qu'est-ce que ça vous dit de plus qu'effectivement celui qui est à l'origine de la maladie? Nous savons aujourd'hui que la démence d'Alzheimer fait intervenir de multiples causes et qu'en fait on a affaire là aussi à des groupes hétérogènes de patients. C'est la même chose pour la maladie de Parkinson. Donc il va falloir vraiment définir, comme je l'ai dit, une nouvelle manière de définir les processus pathologiques. Et pour cela, eh bien, il faudra faire appel, bien entendu, aux signes cliniques. Bien entendu, c'est ce qui est figuré ici, à ce que rapporte le patient lui-même, ce dont il souffre, c'est évidemment essentiel, mais aussi toute une série de données, de paramètres qui proviennent de différents types d'analyses génétiques, métabolomiques, protéomiques, tout ce qu'on appelle les omics. Et donc tout ça va effectivement aboutir progressivement à une nouvelle classification des maladies. Et je vais prendre un exemple qui est un exemple tout à fait récent, c'est un article qui va être publié prochainement dans le domaine du diabète. Comme je vous l'ai dit, il y a en France entre 4,5 millions et 5 millions de patients diabétiques. Et donc on les qualifie de la même manière, ce sont des diabétiques qui ont donc une intolérance au glucose, dont le taux de sucre dans le sang est trop élevé. Et en fait, les stratégies thérapeutiques que l'on utilise, elles sont plus ou moins codifiées, mais les patients sont considérés comme souffrant de la même entité pathologique. Or, ce n'est pas le cas, et ce travail le démontre très bien. En analysant chez des patients diabétiques nouvellement diagnostiqués toute une série de paramètres, eh bien, on s'aperçoit qu'on peut regrouper les patients qui auront plus vite besoin d'un traitement à l'insuline, c'est ce groupe-ci, alors que d'autres groupes ici, comme vous le voyez, au fil du temps, eh bien, ne devront pas recourir à l'insuline. Éventuellement, ils devront simplement recourir à des mesures diététiques ou à des traitements donnés
par voie orale. La même chose, le diabète, vous connaissez ses multiples complications. Une des complications graves, c'est l'insuffisance rénale. Eh bien, là aussi, tous les patients diabétiques ne sont pas égaux face au risque de ces maladies rénales. Vous voyez qu'avec l'utilisation de certains marqueurs, comme je disais, on peut identifier les patients qui vont progresser beaucoup plus vite que d'autres vers l'insuffisance rénale. Alors, ce qui est en train de changer fondamentalement, et on y a déjà fait allusion, c'est que non seulement le médecin va prescrire des analyses et vous allez donner du sang, vous allez donner, éventuellement on va pratiquer des biopsies, tout ça c'est un rôle très passif du patient. Dans le futur, le patient va devenir beaucoup plus actif, d'une part. D'autre part, on va pouvoir beaucoup mieux définir les facteurs de risque. Aujourd'hui, on parle surtout de facteurs de risque génétiques qu'on peut identifier en fait dès la naissance. Par une analyse du sang de cordon, vous pouvez déjà identifier toute une série de gènes de disposition à différentes maladies. Mais il n'y a pas que le génome. On sait aujourd'hui que le microbiome, les bactéries que nous hébergeons dans notre tube digestif, qui diffèrent d'un individu à l'autre, vont avoir une influence très importante sur ce qui va nous arriver dans l'existence. Et ceci sera certainement discuté aujourd'hui. Il y a tous les autres facteurs, prenons l'exemple des perturbateurs endocriniens, de certains agents polluants, de certaines substances qui se trouvent dans notre alimentation, qui vont aussi influencer ce qui va nous arriver au cours de l'existence. Et donc, vous avez le rôle actif du patient maintenant. Eh bien, vous êtes sans doute quelques-uns dans cette salle à avoir des montres connectées qui permettent de vous donner toute une série d'informations sur la façon dont votre cœur fonctionne, pas seulement le rythme cardiaque, mais aussi la régularité du fonctionnement de votre cœur. Enfin, tout ça se sophistique de plus en plus. Il y a maintenant aujourd'hui des dispositifs qu'on met sur le thorax qui permettent même de mesurer la fonction pulmonaire. À la maison, aujourd'hui, vous avez des balances connectées qui vous permettent effectivement d'enregistrer l'évolution de votre poids, mais à l'avenir, tout ça va énormément se développer avec, par exemple, des outils qui permettront d'évaluer ce qui se trouve dans votre réfrigérateur ou qui permettront éventuellement de suivre ce qui se passe dans votre tube digestif en analysant vos selles. Ce sont juste quelques exemples. Ce sont des choses qui sont en train d'être développées. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de toute cette masse de données ? Masse de données, depuis les analyses génétiques jusqu'à toutes les informations fournies par ces dispositifs. Eh bien, il faudra les intégrer, les analyser, utiliser ces fameux outils d'intelligence artificielle. Et c'est ce qui est en train d'être fait avec, grâce à ces données, le développement de modèles prédictifs qui vont pouvoir prédire effectivement comment votre santé va évoluer, éventuellement comment vous allez répondre à certains traitements. On parle aujourd'hui de l'utilisation de ces données pour créer, si vous voulez, votre jumeau numérique qui permettrait effectivement de tester de façon virtuelle quel va être l'effet de tel ou tel traitement sur vous-même. Et donc, le but, évidemment, c'est au bout du compte que grâce à ces analyses approfondies, on puisse aboutir à des recommandations. Alors, bien entendu, on pense à des recommandations thérapeutiques, mais il peut y avoir d'autres types de recommandations sur l'alimentation, sur le mode de vie. On pourra aussi juger de la gravité de la pathologie dont vous souffrez, vous dire peut-être qu'une consultation à distance, j'ai entendu que la télémédecine allait bientôt, elle est déjà remboursée en France, ou bien on vous dira non, ça c'est vraiment quelque chose qui nécessite que vous soyez vu rapidement par votre médecin, éventuellement que vous soyez hospitalisé, mais évidemment un des objectifs de tout cela, justement pour faire des économies en matière de santé, c'est de réduire la nécessité des hospitalisations. Et donc la véritable révolution, telle qu'elle a été mise en évidence dans ce journal, The Economist, c'est que vous-même, vous devrez de vrais acteurs de votre santé.
De plus en plus, vous deviendrez votre propre docteur. Un des problèmes majeurs, en lien d'ailleurs avec la médecine de précision, c'est la manière dont sont développés les nouveaux médicaments. Alors, je ne reviendrai pas, ça pourrait faire l'objet d'un débat sur ce qui a été dit tout à l'heure sur le développement des médicaments, leur coût. Mais c'est clair que pour amener un médicament depuis un laboratoire universitaire jusqu'au patient, il y a de multiples étapes à franchir, dont certaines sont effectivement extraordinairement coûteuses et peuvent ou pourraient justifier, au moins en partie, les coûts ultimes de ces médicaments. Et dans ces coûts élevés du développement des médicaments, il y a les tests cliniques. Et les tests cliniques aujourd'hui posent un problème majeur. Vous voyez que dans 30% des cas, eh bien, les essais cliniques, on ne peut pas les terminer parce que simplement on n'a pas eu suffisamment de patients qui ont pu être enrôlés dans le laps de temps défini. Donc ça, ce sont des pertes d'argent considérables, et aussi pour les patients qui ont accepté d'entrer dans l'étude, eh bien, c'est vraiment du temps perdu. Et donc, temps perdu, et même lorsque l'essai est mené à terme, vous voyez que dans la majorité des cas, le temps qui a été nécessaire pour que cet essai clinique soit réalisé est supérieur à ce qui avait été anticipé. Donc tout le monde là est pénalisé, ceux qui développent les médicaments et bien entendu ceux qui en bénéficient, qui doivent en bénéficier. Et toujours dans les essais cliniques, la manière dont on les mène, la plus rigoureuse, c'est ce que l'on appelle les essais contrôlés randomisés. De façon simple, lorsque vous rentrez dans un tel essai, on vous dit, en fonction de votre pathologie, on peut vous proposer soit le meilleur traitement disponible aujourd'hui, soit un nouveau traitement prometteur. Et tout cela est tiré au sort. Personne ne sait, ni vous, ni le médecin, ni le personnel soignant, si vous recevez le traitement ancien ou le nouveau. Et puis, au bout du compte, on analyse une série de paramètres, on fait des statistiques sophistiquées et on voit si effectivement le traitement est efficace. Tout ça prend énormément de temps et a des limites importantes dans la mesure où les critères qui font que l'on va prendre ou inclure un patient dans un essai ne correspondent pas à la réalité de la vie au quotidien. La plupart des patients inclus dans ces études ont des maladies très bien circonscrites, ne prennent pas de médicaments, alors que dans la vie réelle, eh bien, comme vous le savez, et d'ailleurs plus la population progresse en âge, plus on souffre de plusieurs pathologies, on prend déjà des médicaments lorsque l'on entre dans l'essai clinique, et donc les essais randomisés ne sont pas adaptés à ces contraintes et ne représentent donc pas ce qui se passe dans la vraie vie, ce qui explique que parfois un traitement qui s'est démontré efficace dans ce type d'essai clinique, eh bien, lorsqu'il est introduit sur le marché, parfois après plusieurs années, on se rend compte qu'il n'a pas les effets escomptés. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, et là encore, on a besoin d'interdisciplinarité, on a besoin de statisticiens, d'informaticiens qui développent des méthodologies très sophistiquées pour changer la manière dont ces essais sont menés. Et par exemple, d'un nouveau type d'essai, c'est encore une fois dans le cancer, où au lieu de regrouper les patients par l'organe atteint, on les regroupe par l'anomalie moléculaire qui la cause. Donc dans le même essai, vous pourrez avoir des patients atteints de mélanome, de cancer du poumon, de cancer du rein, qui présentent la même anomalie moléculaire et qui recevront le même traitement qui cible évidemment cette anomalie. Alors pourquoi est-ce que c'est très important? Ça, c'est un problème d'aujourd'hui. Encore une fois, le professeur Maraninchi vous a parlé de ces nouveaux traitements d'immunothérapie. Il a même fait allusion à PD1, PD-L1 ligand. Donc ce sont des traitements qui ont vraiment révolutionné le traitement de plusieurs cancers. Et aujourd'hui, le nombre d'essais cliniques où ces nouveaux traitements sont évalués est en croissance exponentielle. Vous voyez ici, depuis 2013,
Vous avez ici, on estime qu'en 2017, plus de 50 000 patients ont été enrôlés dans ces essais. Vous voyez le nombre d'essais de par le monde, 469 en 2017. Des essais du médicament, mais pas seulement du médicament seul, parce qu'on sait aujourd'hui que ce type de médicament, souvent, sera d'autant plus efficace qu'il est combiné à d'autres. Donc vous voyez la complexité, combinaison par exemple de ce traitement avec la radiothérapie, avec d'autres chimiothérapies. Donc le problème, c'est de pouvoir tester tout ça dans des conditions rigoureuses, avec un nombre de patients qui diminue, puisque aujourd'hui les patients sont classés de façon beaucoup plus rigoureuse. Et donc ça, ce sont des problèmes, effectivement, qui vont devoir être affrontés par, effectivement, la définition de nouveaux types d'essais cliniques. Donc, pour résumer ce que je vous ai dit jusqu'ici, cette médecine de précision, elle va nécessiter, effectivement, une nouvelle classification des maladies, elle va nécessiter de nouveaux types d'essais cliniques, elle va nécessiter, je pense que c'était clair, des partages de données multiples, de sources multiples, avec évidemment toute une série de contraintes en matière de protection de la vie privée, par exemple. Elle va aussi nécessiter l'adaptation des autorités réglementaires. On a dans la salle celui qui a créé l'Agence européenne du médicament il y a déjà quelques années à Londres, Fernand Sauer, et donc il pourrait très bien vous expliquer comment effectivement les politiques de réglementation des médicaments ont évolué au fil du temps. Enfin, il faudra effectivement de nouvelles approches des aspects financiers qui sont de plus en plus complexes, financement de la recherche, mais bien entendu aussi financement des traitements eux-mêmes. Et j'y reviendrai à la fin de mon exposé. Je pense que les économistes, là, ont un rôle essentiel à jouer pour effectivement faire en sorte que tous ces nouveaux progrès soient soutenables pour nos sociétés. Alors, le message principal que je voudrais vous délivrer aujourd'hui, c'est effectivement la nécessité de faire collaborer beaucoup plus les différents acteurs. J'y ai fait allusion, bien entendu, les médecins, le personnel soignant, mais aussi l'industrie, parce qu'au bout du compte, qu'on le veuille ou non, on a besoin de l'industrie pour ramener des médicaments sur le marché, les agences réglementaires et les patients, les associations de patients elles-mêmes. Alors ça, ce n'est pas seulement moi qui le dis. Elias Zerhouni sait de ce dont il parle. Il a dirigé l'Institut national de la santé aux États-Unis et aujourd'hui, il est en charge de toute la recherche-développement de Sanofi. Et ce qu'il a clairement expliqué là, c'est qu'aujourd'hui, personne n'a le monopole de l'innovation et que tout le monde a besoin, plus que jamais, de collaborer, d'apprendre à collaborer et à partager les données. Et l'Europe peut être fière parce qu'au moins dans ce domaine-là, l'innovation collaborative, on peut dire qu'elle a été en pointe. Et je voudrais souligner que l'idée de former ces partenariats publics-privés en associant les grandes entreprises pharmaceutiques, les sociétés de biotechnologie et les grandes universités européennes, ça date du temps où Philippe Busquin était commissaire européen à la recherche. C'est là qu'est né le concept qui a été développé au fil des ans. Moi, j'ai eu l'honneur de diriger cette agence pendant 5 ans, entre 2009 et 2014. Et ce qui a été fait là, c'est un investissement partagé entre le secteur privé, les grandes entreprises pharmaceutiques et la Commission européenne pour développer des consortiums qui collaborent à adresser toute une série de défis importants dans le domaine de la santé. Et donc ainsi a été créée une véritable communauté sans frontières qui associe les différents acteurs que j'ai évoqués. Alors, lorsque tout cela a démarré, on a dit « mais vous n'y arriverez jamais, vous n'arriverez jamais à résoudre les problèmes de partage de la propriété intellectuelle. » Et puis, vous savez, pour les meilleurs scientifiques, ils ne vont jamais jouer le jeu parce que le fait de collaborer avec des industriels, ça va leur retarder leur publication. Eh bien, bon, par différentes approches, on a réussi effectivement à ce que ces collaborations soient fructueuses, aussi sur le plan académique, sur le plan des publications, et ceci simplement démontre que la qualité, la valeur des publications qui sont sorties de ces consortiums sont équivalentes, voire supérieures à la qualité des publications qui sont soutenues par l'Institut national de la santé
aux États-Unis. Aussi, ce projet européen a permis de démontrer la puissance réelle du partage des données. Voilà un projet dans la schizophrénie, on y revient, où 5 ensembles pharmaceutiques ont décidé de partager les données qu'elles avaient sur des essais cliniques qu'elles avaient menés sur de nouveaux agents antipsychotiques. Et elles ont demandé à des équipes académiques de jouer le rôle d'arbitre et effectivement d'analyser ces données. Bien, ceci a permis de démontrer que pour mettre en évidence l'efficacité d'un nouveau médicament, eh bien, on peut réduire de moitié le nombre de patients enrôlés, on peut réduire la durée pendant laquelle on doit observer ces patients, tout cela en choisissant des critères bien particuliers. Je n'entre pas dans les détails. Ce que cette expérience à l'Innovative Medicines Initiative m'a appris aujourd'hui, c'est l'importance, bien entendu, de partager les données, mais si on partage les données, il faut que ces données soient de qualité. Il faut qu'elles soient reproductibles, et là, il y a encore beaucoup d'efforts à faire dans les différents milieux, y compris dans le milieu académique, avec notamment le fait d'adopter des standards qui permettent de s'assurer effectivement que ce qui a été observé dans un laboratoire soit reproductible dans un autre et puisse être transféré éventuellement vers des sociétés de biotechnologie ou vers des partenaires industriels. Ce que cette expérience m'a aussi appris, c'est que le rôle de l'hôpital va bien au-delà de la prise en charge des soins administrés aux patients. L'hôpital a un rôle essentiel à jouer en matière de recherche et de formation. Ceci a été bien établi par cette étude menée par le Karolinska Institute en Suède et l'école de commerce IESE à Barcelone, et vous voyez que leurs conclusions étaient effectivement sans appel. Alors, recherche qui doit aller depuis la recherche fondamentale jusqu'à les recherches qui assurent l'accès des nouveaux traitements aux patients en passant par la recherche clinique. Je n'ai pas le temps là non plus d'entrer dans les détails, mais ceci n'est pas un processus linéaire. Très souvent, on doit partir d'observations cliniques pour revenir à la recherche fondamentale. Et surtout, je voudrais insister sur la dernière phase. Il ne suffit pas d'avoir un médicament dont on a démontré l'efficacité, dont même l'agence réglementaire a approuvé la mise sur le marché. Après, comme cela a déjà été évoqué, on doit voir comment on va pouvoir organiser l'introduction de ces nouveaux médicaments dans les pharmacies hospitalières, dans les pharmacies de ville, et notamment en matière de soutenabilité financière. Alors je dois dire que pour ce rôle de l'hôpital, je pense que la France est quelque part en pointe parce qu'elle a développé un système qui fournit des incitants aux hôpitaux qui sont actifs en matière de recherche. Ce sont les fameux points mairie pour ceux qui connaissent le domaine, qui permettent effectivement de mesurer l'excellence scientifique de la recherche qui est menée dans les hôpitaux. Et en fonction des points obtenus, eh bien, le financement des hôpitaux correspondants peut être adapté. L'Italie est un autre pays qui est, disons, en pointe dans ce domaine, comme figuré ici. Finalement, ce qui m'est aussi apparu, voyant fonctionner, collaborer ces différents acteurs de l'innovation en santé, c'est qu'il y avait un déséquilibre majeur entre l'effort qui est consacré à la recherche biomédicale conventionnelle, recherche fondamentale, recherche clinique, j'ai fait allusion, et les moyens qui sont consacrés à des aspects essentiels pour assurer effectivement l'accès aux patients, le fait que les patients puissent bénéficier des nouveaux traitements dans de bonnes conditions. Et donc ça, ce sont des aspects qui nécessitent de la recherche en sciences sociales, qui nécessitent de la recherche en sciences économiques. Ces aspects, clairement, ne sont pas suffisamment considérés dans les développements actuels. Et j'attire simplement votre attention sur cette citation de celui qui a réalisé American Graffiti and Star Wars, disant que finalement, les sciences, ça veut dire c'est le comment, mais les sciences humaines notamment nous permettent de comprendre pourquoi
tous ces efforts sont menés. On ne peut pas utilement faire l'un sans l'autre. Alors le rôle du médecin dans tout cela, eh bien, on peut s'interroger, puisque vous aurez tous ces outils d'intelligence artificielle. Beaucoup d'actes vont pouvoir être accomplis par du personnel soignant, infirmier ou d'autres. Et puis les machines vont pouvoir de plus en plus fonctionner par elles-mêmes. Et donc, on peut se demander effectivement quel va être encore le rôle du médecin dans tout cela. Et je pense que le rôle du médecin sera justement de pouvoir intégrer les aspects humains, les aspects éthiques, les préférences de chaque patient dans les choix qui sont faits. Et donc, si on veut que les médecins de demain exercent leur métier dans ces nouvelles conditions, je pense qu'il faut vraiment revoir de façon fondamentale la manière dont l'éducation des médecins est organisée dans nos facultés de médecine. C'est à ça que je me consacre aujourd'hui. Il faut absolument revoir les frontières de la médecine qui devient de plus en plus interdisciplinaire. Il faut absolument casser ces barrières entre facultés de médecine et les autres facultés qui ont un impact dans le domaine de la santé. Et c'est notamment pour ça que nous avons mis en place, avec un économiste, d'ailleurs Mathias de Watripon, dans notre université, un programme qui, dans le même auditoire, nous nous retrouvons avec des étudiants en médecine, en pharmacie, en santé publique, mais aussi en économie, en droit, en sciences de l'ingénieur. Et ils écoutent les mêmes professeurs leur parler effectivement de ce que sera la médecine de demain. Et donc je voudrais terminer par le message principal que nous donnons à ces étudiants lorsque nous terminons le cours, et c'est par là que moi je terminerai donc également, c'est qu'ils réalisent que la médecine reste une science empreinte d'incertitude. Alors les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle vont pouvoir réduire dans une certaine mesure ces incertitudes, mais elles ne vont pas les réduire totalement. Donc, finalement, ce que l'intelligence artificielle notamment va faire, c'est préciser de façon beaucoup plus fine les probabilités d'efficacité d'un traitement, probabilités sur l'évolution d'une maladie. Mais pour interpréter ces probabilités au bénéfice du patient, eh bien, la médecine va rester un art pour lequel les qualités essentielles seront l'humanisme et l'empathie. Je vous remercie de votre attention. Merci Michel Goldman. Valérie Casarian, je suis responsable de formation en biomédicale à AMU. Moi j'ai envie de vous dire, nouvelle technologie peut-être, mais la clinique dans tout ça. Pardon, j'ai plus. Et la clinique dans tout ça? Alors, je pense que, si vous voulez, il y aura 3 piliers dans la formation médicale de demain. Il y a effectivement la connaissance des sciences de base habituelles, la connaissance effectivement des mécanismes des maladies. Le deuxième pilier essentiel, c'est effectivement la formation clinique, le fait que les étudiants en médecine doivent passer un temps suffisant au contact des malades, pas seulement d'ailleurs dans les hôpitaux, mais aussi dans les cabinets de consultation. Et il y a déjà pas mal d'efforts qui sont faits dans différents pays, y compris celui-ci, pour effectivement faire en sorte que l'expérience pratique du contact avec le patient fasse partie intégrante de la formation médicale. Et il y a le troisième pilier que j'ai évoqué à la fin de mon exposé, qui lui aussi évidemment place le patient, si vous voulez, au centre des préoccupations. Mais si votre intervention vise à démontrer l'importance de consacrer un temps suffisant au contact direct, à l'examen du patient, je ne peux qu'y souscrire. Je pense que la question des données est essentielle, les données personnelles qui vont se multiplier, qui permettent une bien meilleure efficacité, mais derrière il y a la question du financement et de savoir qui maîtrise ces données et dans quels enjeux financiers. Donc là je m'interroge, notamment on a l'impression que
Le patient va devenir un acteur majeur, donc on pourrait penser qu'il y a un accroissement d'autonomie. Et en fait, je me demande si ce n'est pas l'inverse aussi qui pourrait se produire, c'est-à-dire que le patient sera dépossédé encore plus par un système complexe auquel il n'aura pas accès. Je pense que c'est une question essentielle. Nous avons eu, il n'y a pas longtemps, un débat important en Belgique là-dessus, parce qu'on s'est rendu compte que certaines compagnies pharmaceutiques passaient des accords avec les hôpitaux pour avoir effectivement accès à un certain nombre de données qui étaient anonymisées, mais quand même. Donc, je pense que, alors il ne faut pas mal me comprendre, je pense que ces données sont importantes pour le développement des médicaments, mais il faut absolument encadrer la manière dont effectivement ces données sont rendues accessibles aux différentes parties prenantes. Et donc je pense que là, les pouvoirs publics ont un rôle essentiel. Comme je le dis souvent, et ça a fait l'objet, en tout cas, de l'exposé de M. Maranachi, bon, c'est sûr qu'il y a différents comportements de l'industrie pharmaceutique qu'on peut critiquer. Mais quant à moi, je pense qu'une des réponses essentielles, c'est que face à effectivement les défis auxquels on est confronté, y compris l'industrie, eh bien, les pouvoirs publics mettent en place les systèmes qui permettent effectivement d'avoir une approche équilibrée de ces questions. Et je pense que trop souvent, les pouvoirs publics sont réactifs, on y a fait allusion à propos d'autres crises, donc réactifs à des problèmes qui surgissent. Je pense qu'il faut être beaucoup plus proactif et effectivement beaucoup mieux encadrer, en particulier le partage des données que vous évoquiez. C'est un sujet compliqué parce que, évidemment, si les choses ne sont pas bien organisées, elles compliquent l'organisation de la recherche plus qu'elle ne la facilite. Donc c'est un équilibre difficile à trouver. Et je pense que là, le monde politique, mais la société en tant que telle, doit jouer un rôle essentiel. Pour moi, c'est une des fonctions essentielles des associations de patients. Je crois que c'est peut-être leur mission essentielle. Bien entendu, les associations de patients sont là pour essayer de promouvoir le soutien à la recherche dans la pathologie qui les préoccupe. C'est logique, c'est légitime. Malheureusement, ça crée parfois des compétitions entre les associations de patients elles-mêmes. Par contre, là où elles devraient se rejoindre, c'est sur ces questions essentielles que vous avez évoquées. Merci beaucoup.